J'ai fait un stream aux locaux, il me semble que c'était mardi. On est désormais constamment scruté par l'extrême droite, par Twitch gauchiste, par des gens qui veulent nous faire dire ce qu'on dit pas. Mais oui, ça a vraiment fait 3 millions de vues, oui. Ah oui, non, c'est parce que Raz était venu me voir et il m'a dit: «Tu sais quoi, j'y repense, premier degré, je défends un peu ta take sur le fait de branler le voisin au champ». Et Raz vient me voir et il est en mode: «Mais en vrai, premier degré, je le défends aujourd'hui, j'y ai réfléchi». Et du coup, on reparlait de ça. Dans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pour ça, rien que déjà la manière dont c'est tronqué. Là, c'est tronqué de manière à ce qu'on ait l'impression que je fais un discours premier degré sur le capitalisme et sur l'après-capitalisme. Non, c'est ma position, c'est qu'on ne peut pas imaginer l'après du capitalisme. Bonjour Mark Fisher, je pense comme ça. Et c'est pour ça que je disais, et si il n'y a plus de capitalisme et un retour à des relations archaïques de troc et d'échange, qu'est-ce qui empêche une femme de branler son voisin pour qu'il l'aide au champ? Pourquoi? Parce que les cocos, ils sont persuadés, sur le sujet du travail du sexe, ils ont décidé, mais comme pour d'autres trucs, hein, ça leur arrive souvent, le racisme c'est ça aussi, c'est juste, voilà, c'est incantatoire, ça disparaîtra avec le capitalisme. Et moi, je suis persuadé que non. Et un des exemples que j'ai trouvé pour dire ça, qu'est-ce qui empêche dans un système archaïque et d'échange, et donc pas basé sur la capitalisation, qu'est-ce qui empêche une femme de branler son voisin pour qu'il l'aide au champ? Tu sais, ils imaginent que si t'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin, même si j'ai... Et en plus, c'est même pas la flemme. En mode, c'est un truc de flemmard. Mais non, c'est une manière de rendre service. Voilà, c'est tout. Ça peut être vu comme ça. Si on est dans une société de service, et le service sexuel est potentiellement un service comme un autre, peut-être que elle, ça ne la gêne pas de faire ça. C'est-à-dire que contre une branlette, il accepte de l'aider au champ. Bah, le marché est conclu. Il n'y a pas forcément une situation de domination. Ils peuvent même vivre dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que même sorti d'un cadre de domination, de soumission, d'exploitation, ça peut rester un service, une forme d'échange. Maintenant, il ne s'agit pas de calquer cette pensée-là sur le travail du sexe aujourd'hui et comment il fonctionne. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est majoritairement des situations de domination. Les gens qui vont dans ces métiers-là sont majoritairement des prolétaires. Mais là, c'était un monde hypothétique que je propose. C'est une expérience de pensée. Bah, parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça, c'est le truc qui les énerve. Hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience. Et t'as même pas besoin de te prostituer pour le savoir. Il y a des gens qui disent: ah, lui, c'est un bon coup. Ah, lui, c'est un mauvais coup. Il y a des gens qui ils savent mieux baiser que d'autres. Il y a des gens, ils savent bien faire un cuni. Il y en a, ils savent pas bien faire un cuni. Il y a des gens, ils savent pas faire une pipe. Genre, c'est tout. C'est juste c'est un savoir-faire, en fait. Et il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire: héberge-moi, je te branle. Voilà, et donc cette fameuse situation qui a choqué les gens. Ah oui, oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est pas pour dire que c'est bien, mais en fait, pour moi, ça n'est pas bien ou mal. C'est une question de facilité. Et bien évidemment qu'elle est dans une situation compliquée à ce moment-là. Mais elle a plusieurs cartes à jouer. Elle peut très bien aller dans un foyer de jeunesse, elle peut faire la manche, ou alors, je sais pas, elle va faire de l'accordéon dans le métro. Mais est-ce qu'elle a un accordéon? Est-ce qu'elle sait en jouer? Oui, elle a pas beaucoup d'options. Mais si parmi ces options, elle peut branler un œil pour dormir chez lui un soir, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Où est le problème de dire ça, en fait? C'est pas pour dire le patriarcat n'existe pas, la domination des hommes n'existe pas. Non. C'est juste qu'il y a plus ou moins une facilité à ça. Oui, c'est ça, description n'est pas égale prescription, mais oui. Mais... C'est qu'ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne. Il n'a pas dit c'est ok dans cette société que de faire ça. Par contre, bah, vu que ces situations existent, qu'on le veuille ou non, je veux dire, des hommes utilisent de leur pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles et tout ça, et que oui, pour certaines personnes, c'est plus simple que d'autres, c'est tout. Et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne grâce à ça.
Et en fait, ce que dit Raz là, c'est qu'il n'a pas forcément été traumatisé par l'expérience. Il a dit que lui, en l'occurrence, n'a pas été choqué, traumatisé par le fait de sucer une queue pour de l'héros. Enfin, c'est ça le truc. Chacun sa sensibilité. Il y a des gens pour qui c'est dégoûtant, il y a des gens pour qui c'est destructeur de faire ça, et ben ils le font pas. Mais vu que ces situations existent, vu que cette possibilité existe, il y a des gens qui l'assument mieux que d'autres. Presque à dire, si on fait éclater la catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum, la plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent en fait, en quelque sorte. Une femme mariée n'aime plus beaucoup son mari. Elle sait qu'elle est avec un homme qui pourvoit à ses besoins. Je veux dire, c'est littéralement Carmela dans Le Soprano. Est-ce que Carmela dans Les Sopranos a toujours envie de coucher avec Tony ? Est-ce que des fois elle se force pas, même si Tony va voir à droite à gauche? C'est pas que les putes qui se retrouvent dans des situations où elles doivent faire ça en fait. Ça peut être des femmes mariées, bourgeoises. C'est juste la réalité en fait. Oui, il y a des femmes bourgeoises couchées avec leur mari qu'elles aiment plus, et pas non plus une dinguerie. C'est une formalité. Elles le sucent et puis après, hop, au lit, dodo. Et il y en a pour d'autres, c'est dur. Il y en a pour qui c'est plus ou moins compliqué. Que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Et contextuellement, il y a des gens pour qui l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues. Allez-vous laisser les gens faire ça. Si vous préférez avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, il y a des gens, ils préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord entre ce que la société capitaliste t'oblige à faire pour survivre et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications, tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être aliéné. C'est un combat de tous les jours de à quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin voilà, tout. Oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît. En matière de trucs de l'ordre du travail du sexe, le plus important c'est de le défendre en tant que travail. C'est que c'est un taf, c'est qu'il y a de la pénibilité, comme d'autres tafs, que des fois t'as pas envie, etc. etc. Derrière, elle paye potentiellement son loyer, elle remplit son frigo, et c'est ça qui compte aussi, quoi. Je veux dire, peut-être qu'il y en a des meufs qui rentrent dans le milieu parce qu'elles ont un savoir-faire et qu'elles ont des prédispositions et peut-être même qu'elles le désirent. Eh ben pourquoi pas, mais c'est pas la majorité, effectivement. La grande majorité n'ont pas trop le choix quand elles rentrent dans cette activité. Tu peux être un boxeur et devenir vigile. Vigile n'est pas le travail le plus glorieux. Peut-être que c'est même l'une des seules options que t'as. Mais être boxeur est une prédisposition à te tourner vers le métier de vigile. Quand bien même le métier de vigile n'est pas drôle en fait. Genre tu passes ton temps debout, tu te fais chier. En l'occurrence, il y a pas mal de gens qui font vigile et quand ils sont vigiles, ils le font pas de gaieté de cœur des fois. Ils savent que, je sais pas, ils vaudraient mieux, il y a des travails qui les intéresseraient plus. Mais ils le font et ils l'encaissent mieux potentiellement parce qu'ils ont des prédispositions. Peut-être ils ont une grosse carrure, peut-être qu'ils se sont battus quand ils étaient jeunes, peut-être qu'ils ont fait de la boxe, du sport. Donc voilà, c'est ça en fait le savoir-faire. Il n'y a rien de choquant. Mais bon, la Terre entière a décidé d'être choquée par ce qu'on a dit et de ne pas chercher à comprendre ce qu'on a dit. Donc on va leur répondre. Hein. Moi, je lèche pas des chattes qui puent pour de l'alcool. Pourtant, j'adore l'alcool. Moi, ça sera la musique de la mort de la gauche. Hein. Vous êtes morts, et c'est ok. Allez, on chante pour la fin de la LFI. Pourtant, j'adore l'alcool. Après, rien que pour ça, je suis heureuse. Hein. Rien que pour le côté shitpost et tout. Merci les gauchistes. Bravo la Zawa Prod. Vous avez tué votre parti. On a tué LFI parce que Raz a dit qu'il a sucé une bite qui pue. Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit hein? Vous avez tué toute votre ligne. Toute la gauche morte. Je sais même pas comment ils vont se relever d'un truc comme ça. À chaque fois qu'ils vont prendre la parole, ouais mais tu suces des bites. Subventionné par le CNC, mais on est contre le capitalisme mais on se commande au beurre. On est remboursé 100% par la sécu pour notre drogue de substitution, le Subutex, mais on suce des bites pour des grammes. Et c'est ok pour accumuler des biens capitalistes. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini. Pour accumuler des biens capitalistes. Non mais en fait les gens ils ont trop l'impression que Zawaprod on est riche. Ça me démange de vous donner le chiffre qu'il y a sur le compte. Que vous compreniez à quel point c'est faux. On peut tenir 1 mois si on est dans la merde. On tient 1 mois et c'est fini. On est en flux tendu constant. À la limite, la seule chose sur laquelle on capitalise, c'est notre outil de travail. On achète des caméras, on achète des loupiottes. On fait en sorte d'avoir nos propres studios et d'avoir nos propres moyens. Oui, bon. La boîte est au SMIC, mais on est quasiment tous au SMIC. On est entre 1400 € et 1800 € par personne à Zawa, c'est pas énorme. Hein. Et on aimerait bien mieux se payer, mais on fait avec les moyens qu'on a, quoi. Après, désolé les gars, ça passe la journée à dire que les gauchistes sont nuls pour faire de la thune, va falloir s'en remettre. Hein. Oui, donc on a vu Teddy Boy RSA. Maintenant, vous reconnaissez ce bruit
C'est Thaïs, oh my god, oui, bref. Je vous dis, hein, c'est le Marvel Universe de droite, là. Je vous préviens, vous ne verrez pas de vidéo plus répugnante aujourd'hui. Moi, dans mon fil, personnellement, j'avais des bombardements au Liban, j'avais des déclarations de Donald Trump, j'avais des articles à propos du mec qui a tiré au fusil sur des enfants, et une vidéo où Tsung Tsung Taour coupe le nez de Patapim, et Patapim, il est grave vénère, et avec son pote requin, il va péter la gueule à Tsung Tsung Taour. Et après, Tsung Tsung Taour, il contacte son ami le gorille qui intoxique le requin et Patapim. Ah, ça m'a choqué, ça. Plus que rase. Il y a des gens qui ils disent « Mais regardez, ces dessins animés de cons, c'est bien la preuve que l'IA, ça sert à rien. » Moi, je trouve que c'est tout le contraire. Ma vie, j'ai une meilleure vie depuis que je regarde ça. Je suis heureuse. La vision du S des gens de droite. Extrait. Ils ont une vision soit du Elle boude ou quoi, Thaïs? Honnêtement, limite la vidéo se passe de commentaires tellement c'est ignoble. Donc le mec te fait l'apologie de la prosti D'un coup, la prosti, mais tu peux le dire, hein, y a pas de problème. Hein. produit illicite ou pour avoir un logement. C'est ça la vision que les gens de gauche ont à opposer aux gens de droite sur le S. Mais merci mon Dieu d'être quelqu'un de rétrograde et d'y voir quelque chose d'un peu sacré. Il n'y a rien de plus beau que de s'offrir mutuellement l'un à l'autre un homme et une femme qui s'aiment de tout leur cœur. Bon alors, les gens, est-ce que j'ai grand chose à dire sur ce que dit Thaïs, si ce n'est que c'est une vision d'aristocrate désargenté. Y voir un truc sacré est un luxe, Thaïs. C'est pas un luxe pour tout le monde, en fait. Et de leur union peut découler la vie. C'est un miracle, c'est merveilleux, ça a une valeur absolument infinie. C'est ce qu'il y a même de plus précieux et de plus beau sur Terre, à vrai dire. Ton corps n'est pas à vendre. La marchandisation du corps détruit les gens. Du coup, elle est anticapitaliste ou quoi? Ton corps n'est pas à vendre. Ça s'appelle quoi un travail, alors? Mais on est dans une société où on vend notre corps, en fait. C'est pas parce que rien te rentre dans la chatte que ton corps n'est pas à vendre, en fait. C'est... Mais la tristesse du type, la tristesse de la vision. Mais qu'est-ce qu'on vend comme discours aux jeunes? Quand je parle de body count, quand je parle de se préserver, quand je parle d'à quel point ton corps, ton intégrité physique sont tellement importantes. Et en fait, c'est ça que je... Vous voyez, en fait... Thaïs est presque d'accord sur la question du savoir-faire. C'est qu'en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est ne baisse pas trop avec des gens, parce qu'après, tu ne vas plus sacraliser le sexe. Pour toi, ça deviendra une banalité, et tu auras potentiellement des facilités à te lancer dans une activité de ce type-là, ou à supporter une activité de ce type-là. Et du coup, plus tu baises, plus t'as de partenaires, ça devient un truc un peu démystifié pour toi. Mais c'est ok. Et moi, sauf que ma position, c'est de dire, bah oui, c'est la vie des gens, ils font ce qu'ils veulent. Pour elle, il faut préserver l'innocence féminine. La vérité, c'est qu'elle parle à des incels, et que les incels, ils aiment bien préserver l'innocence féminine, enfermer leurs meufs chez eux, qu'elles travaillent pas, qu'elles les préviennent pour toutes leurs activités. Ils veulent enfermer les meufs avec qui ils sortent pour éviter de se sentir en concurrence, pour éviter qu'elles aillent voir ailleurs, pour éviter d'être dans ce type de situation et d'avoir à se poser trop de questions. Est-ce que je baisse bien? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je soigne bien mon couple? Non! Je peux être une merde, mais si elle n'a aucun autre échappatoire, bah elle va rester avec moi. Et c'est pour ça qu'elle va dans leur sens. Donc quand elle fait ce genre de recommandations aux meufs, c'est pas seulement pour dire ne baisez pas beaucoup, pour sacraliser votre corps. Ne baisez pas beaucoup pour être des bonnes épouses, des bonnes mères, des meufs qui iront pas voir ailleurs, quand bien même leur mari est violent, quand bien même c'est un connard. C'est une logique nataliste. Ce sont des gens qui veulent la reproduction de la race blanche et qui sont des suprémacistes. Et après, les gens, là, je vais pas dire Thaïs spécifiquement, mais si vous saviez, certaines meufs de droite, entre le discours et la réalité, croyez pas qu'elles se foutent un peu de votre gueule aussi des fois? Allez, c'est bon quoi. Après, la même à gauche. Oui, mais la différence, c'est qu'on dit pas ça. Je veux dire, nous, si jamais on a des vies sexuelles olé olé, on assume et c'est ok, on le défend même. On est en mode, bah on fait ce qu'on veut, c'est notre corps, quoi, c'est notre vie. Non, c'est juste qu'il y a une différence entre les valeurs qu'elles veulent porter et les valeurs qu'elles ont vraiment, genre. Choquant. Mais c'est la finalité de ce discours. Et quand tu tombes dans le relativisme de base sur cette question, quand tu arrêtes d'avoir des valeurs, de mettre des barrières, d'avoir des limites, quand tu commences à dévaloriser le corps et l'acte S, voilà ce que ça donne comme modèle de société. L'acte intime a de la valeur, faut pas le faire avec n'importe qui. Ok, la rédemption existe, on fait tous des erreurs, mais faut se préserver. Bon. La rédemption existe, hein. T'as eu un mauvais plan cul et tu dois aller, je sais pas moi, voir le prêtre, te confesser. C'est ok. Bordel, le body count, c'est important. En fait, je m'en remets pas parce que c'est tellement Voilà, elle s'en remet pas. dégueulasse. Je sais pas, enfin après,
Merci à lui parce que honnêtement, il n'y a pas pire publicité, je trouve, pour la gauche que de tenir ce genre de propos absolument inhumains, déshumanisants. Bref, moi ce que je trouve déshumanisant, c'est de forcer les meufs à être des petits, des animaux de compagnie pour un seul droitard qui veut reproduire la race blanche. C'est vide d'arguments, oui, il n'y a pas beaucoup d'arguments là, on n'est pas sur le haut du panier. Hein. Le panier pue, hein. Le panier pue comme la bite que rase à sucer. Hein. Bon, valeur actuelle. Allez, on va tous les faire. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Et pourquoi pas des échanges de services sexuels avec la fin du capitalisme. Ce sont les nouvelles théories problématiques de la Zawaproj. Mais c'est pas une théorie, c'était une expérience de pensée. Mais ça, c'est Twitch Gauchiste qui a cut comme un sac. Et ça va crescendo. Le groupe de streamers d'extrême gauche a bien travaillé le concept, car comme le dit Moufette, Très belle photo, hein. Moi, je propose qu'on s'arrête quelques secondes devant cette photo. C'est vicieux. Ah, elle est dure, hein. La coupe de cheveux n'allait pas. La chemise de merde. Je l'ai d'ailleurs, cette chemise de merde, elle est là. Voilà. Je la mets plus, hein. C'est vrai qu'elle est très moche. Elle est assez moche quand même, cette chemise, mais voilà, je la mets pour l'occasion. Ça me rappelle des souvenirs. très vite on sort de la théorie et les exemples fusent, comme normaliser un rapport sexuel pour avoir un logement. Je sais pas, une meuf qui fait de l'auto. Mais en fait, c'est ça qui me choque. La question, c'est pas de savoir si on le normalise ou pas. Ça arrive. Genre, en fait, les droitards vivent dans une réalité où c'est les gauchistes, parce qu'ils évoquent des situations de précarité, qui créent un état du monde où ça existe. Ça existe! C'est déjà là! On est déjà dans des conditions où les gens sont précarisés, où les gens sont prolétaires. Les gens n'ont pas le choix, parfois, en fait. Genre, on les met face à des formes de chantage, comme ça. Top, et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Pour eux d'ailleurs, c'est la société qui serait le problème, car elle ne comprendrait pas ça. Société qui, concept atroce, ose Vraiment, je défends ça y est, moi je suis convaincu, je défends cet extrait. C'est un des meilleurs extraits, quoi. Ça les a rendus fous, hein. même voir les rapports comme un moyen de procréation. Que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Bref, la théorie continue et le sexe Mais en plus, c'est pas seulement les droitards, en fait, c'est les hétéros. Genre, il y a beaucoup d'hétéros qui sont en mode procréation, missionnaire. La dernière fois, quand on a fait l'émission, là, l'émission avec Cassandre, et Ça va être le TDS moment anecdote, TDS le moment répondent partage. à vos questions. Et ici, on a Anaïs de l'Enclos, une prostituée de longue date, hein, avec beaucoup d'expérience. Alors, je sais plus où c'est dans l'extrait. Je lui pose la question. C'est quoi les demandes les plus étranges, les pires demandes que vous ayez pu avoir de la part d'un client? Et elle me dit, bah en fait c'est con, mais il y a un client, une fois, il m'a fait tout un foin. J'ai un truc à te demander, mais j'ose pas. Oh, c'est sale. Ah, j'hésite à te le demander et tout ça. Et en fait, c'était juste une pipe. Vraiment, il y a des gens pour qui c'est choquant. C'est-à-dire que le mec s'est retrouvé pendant 10 minutes à chercher ses mots parce qu'il voulait demander une pipe à une prostituée. Pour lui, c'était une dinguerie. Et de eux dont parle Raz. Quand il dit, voilà, c'est des gens, la sexualité, pour eux, c'est un truc de procréation, missionnaire, et puis basta. Oui, genre, oui. Je comprends pas ce que tu veux prouver avec ça. Mais qu'il y a un différentiel entre les référentiels des gens, les pratiques, ce qu'ils trouvent choquant ou pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens dans ce chat, je suis sûr que même se faire pisser dessus, c'est pas très choquant. Se faire attacher et fouetter, pour eux, ça les choque pas. Il y a d'autres personnes dans le chat, juste dire le mot sexe, ou en mode sexe. Ah oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le même rapport à ça. Mais force est de constater que du côté des hétéros, bah oui, il y en a beaucoup qui ont quand même un rapport assez complexé, assez pauvre, assez inquiet autour de la sexualité, c'est normal. Parce que bah, les hétéros ne s'amusent pas beaucoup. Il y en a, ils se font chier, quoi. D'accord, mais je vois pas de problème, c'est leur choix. Oui, d'accord, oui, non, mais moi, je ne les juge pas. Mais ces gens-là jugent beaucoup, en fait. C'est ça aussi le truc. C'est que quand t'es un hétéro, quand t'es dans le couple un peu attendu, qui fait des gamins, voilà, c'est ce qu'on attend de toi dans cette société. Est-ce que derrière, t'es pas un mec qui juge tout ce qui bouge, là? Les gays, les trans, les queers, le BDSM, tout ça, t'es en mode, ça me dégoûte, c'est bizarre, je veux pas en entendre parler. Bah oui, mais c'est parce que t'as l'impression que toi tu fais les choses bien. Mais il n'y a pas de bien ou de mal en matière de sexualité, c'est qu'une affaire de plaisir et de consentement. Ça t'est vraiment valable. Le problème, c'est que ce type de discours peut banaliser des situations de précarité et des risques bien réels. Selon l'Académie nationale de médecine, l'héroïne reste le principal produit à l'origine des prises en charge sanitaires et sociales et représente 6 décès sur 10 liés à l'usage de drogues illicites.
Merci ChatGPT. Concernant la prostitution, si on sort des théories de gauche, la réalité est dramatique. C'est 30 000 à 50 000 personnes prostituées en France, souvent dans des contextes de grande vulnérabilité et victimes de réseaux de traite. Mais les gens seraient dans la précarité, dans la vulnérabilité, qu'elles se prostituent ou pas en fait. C'est pas la prostitution qui crée la précarité. C'est la précarité qui amène potentiellement à la prostitution, en général. 30% seraient mineurs. Vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et je vais même aller plus loin, même des gens qui ont été forcés à le faire. C'est horrible de ne pas avoir le choix. Mais quand bien même dans ces situations, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pas pour dire que du coup, ces personnes-là, c'est bien ce qu'elles vivent. Il faut leur demander, en fait. Genre, qu'est-ce qu'elles veulent? Genre, peut-être qu'elles veulent pas continuer la prostitution, quand bien même elles ont des facilités à ça. Bon, allez, j'enlève cette chemise de con. J'ai glow down d'un coup, là. On passe au suivant. Attention, parce que là, on arrive sur le haut du panier. Là, on a un spécimen. Je veux dire, à la limite, les autres, ils avaient pas grand-chose à dire. Lui, il a des choses à dire. L'extrait fait 4 minutes 30. Et si vous ne savez pas qui est cette personne, Baudouin, Wyss, Stein, je sais plus comment il s'appelle, là, qui est rédacteur en chef du Média Frontières. Donc voilà, on va écouter son avis. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vois dans cette séquence quelque chose de vraiment insultant pour les victimes d'abus sexuels et les gens pour les gens qui sont addicts à la drogue et les gens qui se prostituent par défaut. En fait, là, on a des gens qui nous expliquent en rigolant que le sexe, c'est moral et que finalement, ce qu'on Attends, on le laisse développer. sait derrière, c'est que pour eux, le sexe n'a rien de moral et est une activité comme une autre qui peut permettre d'obtenir un appart, d'après ce qu'il explique, et de l'héroïne dans le cas de... Mais alors, déjà, première chose, non, ce n'est pas une activité comme une autre. D'un point de vue législatif, ce n'est pas reconnu comme une activité comme une autre, parce que sinon, là, au niveau législatif, ça serait le cas, quoi. C'est la réalité, en fait, qui fait ça, quoi. Donc oui, déjà, oui, ce n'est pas un travail comme un autre, oui. de rase. Donc, ils en sont... Là, c'est l'idéologie de la déconstruction. Rappelle que les droitards sucent toute la journée Frédéric Nietzsche. Et ils n'ont toujours pas compris que la déconstruction vient de la méthode analytique de la généalogie de la morale, qu'elle a été récupérée par Foucault et par d'autres pour être réappliquée notamment dans Surveiller et punir et compagnie, que Foucault a inspiré l'ensemble de la French Theory avec sa façon de faire, que la French Theory a influencé les penseurs américains qu'on appelle les postmodernes, que les postmodernes sont littéralement des gens qui ont fait émerger des Judith Butler et des trucs comme ça, et que la déconstruction que peut faire Judith Butler sur les rapports de genre, la performativité et tout ça, est littéralement dans la filiation de ce que Frédéric Nietzsche a fait dans Généalogie de la morale. Ils ne le comprennent pas. Ils n'ont toujours pas compris. Ils comprennent pas. En fait, ils ne savent pas ce qu'est la déconstruction. Ils ne comprennent pas. C'est que Nietzsche est à la fois le mec dont on a distribué un recueil dans les tranchées des nazis pour leur dire « Regardez, devenez un surhomme, soyez un soldat pour les Allemands ». C'est vrai, hein, je sais plus c'est quoi le nom du bouquin. Mais alors, rappel, il faut savoir que c'est un bouquin qui a été rassemblé par la sœur de Nietzsche, qui, pendant qu'il était très malade, a récupéré ses notes, a fait des collages et a déposé au NSDAP un recueil vraisemblablement été écrit par Nietzsche, mais non, en fait, en vérité, c'est juste des bribes de Nietzsche qui ont été recollées entre elles. Elle a pris les trucs qui l'arrangeaient, et voilà. Rappelle que la sœur de Nietzsche était mariée à un antisémite notoire, et que Nietzsche ne parlait plus à sa sœur et à son mari, parce qu'il détestait les antisémites. Oui, c'est Volonté de puissance, voilà, Volonté de puissance, qui est le fameux recueil qui a été récupéré par le NSDAP, qui a été distribué dans les tranchées, et donc qui a fait que pendant très longtemps, on a dit Frédéric Nietzsche est un penseur nazi. Il avait une sœur antisémite, il avait une sœur nazie. Donc bref. Et donc, Nietzsche est à la fois celui par qui la volonté de puissance est un bouquin qui a servi le régime nazi, et il est en même temps le père, le fondateur de la déconstruction. Et il est donc finalement l'ancêtre du wokisme. Il est un penseur nazi pour certains, et l'ancêtre du wokisme pour d'autres. Et oui, voilà. C'est les deux en même temps, et c'est ça qui est magnifique, quoi. Nietzsche, il dit pas « écrase ton ennemi ». Une des plus belles volontés de puissance, c'est la créativité et c'est l'art. Mais bon, ils veulent... En fait, Nietzsche, c'est vraiment devenu la marionnette de Julien Rochdy qui lui fait dire ce qu'il veut. Rappelle que ce bozo pense que le matérialisme, c'est être vénal. Hein. Genre, c'est... Et du coup, voilà, juste, j'aime bien dire ça. J'aime bien rappeler ce petit truc-là. La déconstruction, à partir de Nietzsche,
est une méthode d'analyse historique qui vise à prendre une cause et à étudier ses effets d'abord, mais surtout ses conséquences. Donc revenir en arrière. Nietzsche, par exemple, était un grand connaisseur des Grecs et il a travaillé sur la tragédie, il a travaillé sur la démocratie, il a travaillé sur plusieurs choses. C'est faire une généalogie, c'est ça. Et c'est pour ça que son bouquin s'appelle Généalogie de la morale. Parce qu'il prend le concept de morale et il essaye de faire la généalogie de ce qui a fait de la morale ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, que fait Nietzsche quand il écrit Généalogie de la morale? Il déconstruit la notion de morale. Et en fait, ce qu'analyse Nietzsche, c'est la manière dont elle a muté. Et si il fait ça, c'est pour relativiser la morale. C'est pour ça qu'on parle de déconstruction. Parce qu'on a l'impression que la morale, c'est un truc qui nous arrive comme ça et qu'on doit la respecter. Nietzsche, il te prend la morale et il la décortique. Il te rappelle que à telle époque, elle était comme ça, à telle époque, elle était comme ça, à telle époque, elle était comme ça. Et bah, au bout du compte, tu te retrouves avec la morale qui n'a plus l'air d'être une chose aussi rigide que ce que tu pouvais penser au départ. Quand on applique la méthode de Nietzsche au genre, à la sexualité, à la prison, à la folie. Voilà, on peut le faire pour plein de choses. C'est une méthode d'analyse. Et il y a un lien direct entre Judith Butler quand elle déconstruit le genre et Nietzsche quand il déconstruit la morale. Mais ça, c'est trop compliqué pour eux de le comprendre. La santé mentale est un vrai sujet chez eux et que hélas la déconstruction n'est pas un remède psychologique mais une idéologie politique. Voilà, ils se bavent dessus. Déconstruction n'est pas un truc psychologique. Bon, voilà, faudrait déjà qu'ils comprennent ce dont ils parlent. Mais là où je trouve assez dégueulasse de parler avec autant de légèreté de la sexualité et de dire qu'on peut vendre sa dignité et vendre son corps de façon aussi simple et aussi banale, c'est une vraie insulte pour toutes les personnes. Bon, on rappelle, hein, ça c'est le capitalisme. On vend sa force de travail et c'est tout, c'est comme ça. Enfin, qui en fait ont été victimes d'abus. Parce que si le sexe est purement moral, comment on explique que des gens qui ont été victimes d'abus, ça c'est de l'art, hein. J'ai du mal à rivaliser ça. Et la période de la meurtrissure physique, après que la période de la meurtrissure physique soit passée, pourquoi cette douleur? Après la période de meurtrissure physique. Mais il s'imagine quoi? On est dans Fear and Hunger ou quoi là? Ce mec-là, sa représentation du viol, c'est un truc hyper trash. Évidemment qu'il y a des viols très violents qui laissent des séquelles physiques. Le putain de rédacteur en chef de Frontières, qui nous appelle tous les jours à soutenir Némésis parce que putain le féminisme c'est important, ce mec-là se représente les viols comme des actes de torture. Des scénarios hyper violents. Alors que c'est pas la question. Un viol commence à l'outrepassement du consentement. Tu peux outrepasser le consentement de quelqu'un et ne pas être violent avec, au sens physique. Peut-être même que t'as même pas besoin de contraintes, la personne est tétanisée. Mais t'as quand même outrepassé le consentement. Meurtrissure physique, après que la période de la meurtrissure physique soit passée, pourquoi cette douleur reste des années et toute une vie, si le sexe n'est pas moral? Mais attends... Là, sa question, c'est si le sexe n'est pas moral, pourquoi des victimes de viol souffrent toute leur vie? Il est nul, hein? Il est vraiment nul! Di Maria, il est tout seul! Di Maria, t'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Di Maria, tu es nul! Tu es nul! Désolé, mais non, mais t'es juste nul, mec, c'est tout. T'es nul! Alors, est-ce que je dois répondre au fait que si des victimes sont blessées toute leur vie par un viol, c'est parce que c'est traumatisant. La sexualité, ça devient un lieu où on revit des affects de peur, de colère, d'hostilité. On est angoissé, on tremble, on n'est pas bien. C'est compliqué de refaire confiance à quelqu'un. Quel rapport avec la morale? Si le sexe est juste une pratique, quelque chose qui passe comme on se nourrit, on sort, on a froid, on a chaud, si ce n'est pas moral, si ce n'est pas profondément, intimement lié à notre conscience, pourquoi ces gens victimes d'abus souffrent toute leur vie? En fait, il nous explique finalement que il faudrait que ces gens se déconstruisent un peu de la morale et que finalement c'est qu'une question de morale et de consentement. Mais non, c'est pas être victime d'abus, c'est pas simplement qu'on a violé notre consentement, c'est qu'on a violé notre intimité et notre affectivité. Ok. Donc c'est vraiment particulièrement violent pour ces gens-là de leur expliquer que le sexe est moral, parce que finalement, déconstruisez. C'est littéralement ce que dit Raz. Il est en mode, les hétéros ont une autre morale du sexe et du coup ils comprennent pas où on veut en venir. Les gens qui ont une vie sexuelle bien rangée, bien propre, bien conventionnelle, comprennent pas où on veut en venir. Bah oui, c'est parce qu'ils savent que le sexe est moral.
affectivité. Donc c'est vraiment particulièrement violent pour ces gens-là de leur expliquer que le sexe est moral, parce que finalement, déconstruisez-vous. Déconstruisez-vous. Vous êtes victime de viol, mais déconstruisez-vous, ça passera. C'est ça qu'on entend en fait dans ces... Quoi? Ah! Vous êtes victime de viol, déconstruisez-vous. Jamais vous dites ça, c'est un fou. Mais oui, mais en fait, lui, il a l'impression... En fait, ça n'a aucun sens. À la limite, une victime de viol, qu'elle déconstruit, c'est le patriarcat. Ça ne la rend pas plus sympa avec les hommes. Hein. Je veux dire, s'il y en a qui tournent mi-cendre, #FreeBetty, je déteste les hommes, c'est que des fois, elles ont quand même vécu des trucs. Hein. Moi, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour ça. Quand bien même je me bats contre elles quand il s'agit des trucs abolitionnistes ou que ça devient des terfs et tout, j'ai quand même de l'empathie pour le fait qu'il y en a, elles se sont mangées des situations de précarité, de violence, de viol qui sont terribles. Hein. Et il y a des meufs, c'est des plaies ouvertes, quoi. Enfin, c'est des plaies qui ne se referment pas. Et c'est pour ça qu'elles sont vénères comme ça. Donc, en fait, oui, où est-ce qu'il veut aller? Genre, déconstruire quoi? Le fait qu'une meuf a naïvement cru son mec, quand son mec lui disait « Mais non, mais je t'ai pas violé, je t'avais dit oui, c'est toi le problème. Oui, bah oui, elles se mettent à déconstruire ça en premier, en fait. Genre. Propos. Et aussi, la prostitution, donc là, cette personne s'est prostituée pour avoir de la drogue. C'est terrible parce que donc, il va aliéner sa dignité. Aliéner sa dignité? Perdre sa dignité, à la limite, mais aliéner sa dignité. Ça se dit, ça, les gens? En langage marxo, mes couilles. Par cette prostitution, mais pour s'aliéner encore plus avec de la drogue. Et c'est terrible parce que des femmes souvent qui doivent se prostituer, c'est pour sortir de l'impasse souvent, et elles le font, donc lui il ne le fait pas pour nourrir ses enfants, il le fait pour augmenter sa dose. Oui, sa dose d'héroïne. Il le fait pas pour un gramme de shit. Mais là, en l'occurrence, on parle de l'héroïne quand même. Genre, les symptômes de sevrage sont hyper vénères en fait. Genre, oui, dans une situation où tu sais ce qui t'attend, t'as pas ta dose, ah ouais, il y a des tas de personnes qui font des dingueries en fait. Tu peux en mourir du manque d'héroïne, bah oui. Ah non, mais les symptômes de sevrage, c'est... Oh, la liste doit être longue quoi. Tu vomis, t'as froid, t'es crispé, t'arrives plus à manger sans vomir. Enfin, c'est même pire que ça, je pense. Hein. Que là, je décris que les symptômes physiques, mais il y a les symptômes dans les organes, quoi. Et c'est les organes qui prennent cher aussi, quoi. Quand c'est les hommes et trans, c'est juste une perversion. Bon, les hommes, ils oseraient pas dire ça. Hein. L'extrême droite, ils ont quand même évolué un petit peu sur la question de l'homosexualité. Et puis là, on parle du rédacteur de Frontières. Une de leurs stars, c'est Jordan Florentin. Il n'est un secret pour personne que Jordan Florentin, voilà. Je pense que il broute pas des moumoutes, quoi. Ah, bref. C'est des gens, ils font des discours sur la drogue et tout. Alors que derrière, ça suce Donald Trump. Donald Trump qui met en scène le fait qu'il se bat contre les narcos à la frontière. Oh là là, je veux la fin de la crise des opioïdes. Le fentanyl, c'est non, non, non. Sauf que Donald Trump, il est pote avec des lobbyistes de l'industrie pharmaceutique qui ont mis en place, au début des années 90, l'arrivée de l'Oxycontin, du Percocet, globalement de traitements qui shootaient les gens. Ces lobbies pharmaceutiques ont été voir des médecins et des pharmacies pour demander à ce qu'on vende le produit, mais plus précisément, on ne dise pas à quel point le produit était risqué. Plus tard, le gouvernement a voulu se rétracter parce qu'il s'est rendu compte que y avait une population d'Américains qui se retrouvaient à être un peu addicts au truc. Ils se mettent à revenir un peu en arrière sur la prescription de ce genre de truc. C'est trop tard. Il y a des millions d'Américains qui sont dépendants aux opioïdes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une crise comme le fentanyl. Pourquoi Luigi Mangione a buté un type, en fait? Alors la question est aussi simple que ça. C'est littéralement cette histoire-là. C'est vraiment la haine des lobbies pharmaceutiques en Amérique parce que la crise des opioïdes est un produit des spéculateurs de l'industrie pharmaceutique avec qui Donald Trump est ami pendant qu'il fait semblant de lutter contre le narcotrafic. Voilà, c'est bien de nous faire des beaux discours sur la drogue, mais vous en parlez jamais de ça, les gars. Vous n'en parlez jamais. Et c'est nous, la gauche, on doit en parler. On fait des petits documentaires blast. La crise des opioïdes et tout. Andrew Callaghan, Channel 5, la crise des opioïdes et tout, c'est pas bien. Et c'est le faire avec beaucoup de morgue, c'est banaliser totalement de faire des choses comme ça, alors qu'il faudrait faire de la prévention sur des sujets aussi graves. Ah, faudrait faire de la prévention. Tu rappelles de l'ambiance à Frontières, là? En plus, moi, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool, du shit. Chez Frontières, niveau drogue, on s'amuse bien. Peut-être que pendant qu'il vous fait des leçons sur la drogue, il a le pif rempli de coke, hein. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas qui sont ces gens, quoi. C'est le petit gratin parisien, ils sont très heureux de faire des soirées. Hein. Frontières qui va nous faire de la prévention sur la drogue.
Mais alors dans ces cas-là, les gars, quand vous allez faire des reportages à Stalingrad, pourquoi la seule chose que vous demandez aux gens, c'est s'ils aiment la France et s'ils aiment bien habiter le quartier et s'ils se sentent en sécurité? Pour vous, la prévention, nettoyer les rues au Karcher et les drogués, bah ils se démerdent. Et on les laisse dans la rue et puis bien fait pour eux, quoi. Bon voilà pour Frontières. Et maintenant, on passe au clou du spectacle. La plus intelligente des bozos, Nirina. À nous deux, Nirina. Ah, je vais te répondre, Nirina. Nirina la transphobe. Oui, Nirina la transphobe. Mais il y a des MP que j'ai avec Nirina. Parce que c'était une meuf avec qui on parlait, en fait, il y a longtemps. Et globalement, elle s'est mise à dire des trucs un peu bizarres. Notamment le fait qu'elle était anti-Big Pharma. Elle était contre les traitements hormonaux pour les personnes trans. Et que, en fait, moi, quand je lui avais demandé, je lui avais dit, mais Nirina, j'étais contre les traitements hormonaux, mais tu vois bien qu'on est dans une situation de détresse, qu'il y a des gens qui vont pas bien, il y a des suicides, des machins. C'est-à-dire, on a besoin de ces traitements. On est là pour ça, en fait. Et elle a dit, oui, mais je pense qu'il faut peut-être se tourner vers une aide psychologique pour leur permettre de s'en sortir. On appelle ça une thérapie de conversion, Nirina. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait changé là-dessus, quoi. Vu les fréquentations qu'elle a, BMR et compagnie, elle est contre la contraception et l'avortement, c'est un peu Big Pharma. N'allez pas trop loin. Je pense que voilà, sa pensée a des limites. C'est une conservatrice de gauche. Oui. Bah oui. Moi, j'arrête pas de crier dans le désert que Nirina, c'est un peu rouge-brun, quoi. Bon, allez, Nirina, du coup, se retrouve un soir sans logis. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Selon la logique de la streameuse Moufette, s'il n'y a aucun problème à échanger des services contre des prestations sexuelles, alors Gérald Darmanin n'a rien fait de mal. Ok, donc Gérald Darmanin n'a rien fait de mal. Oui, c'est malhonnête, bien sûr que c'est malhonnête. Bon voilà, déjà le premier problème, moi je vais... Allons-y. Le premier problème, c'est que Nirina nous positionne du côté de ceux qui créent les conditions de la dépendance matérielle. Alors que nous, on est du côté de ceux qui subissent la dépendance matérielle quand on dit ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas en train de dire c'est basé de créer des situations où il y a des gens en état de faiblesse et on peut faire du chantage. On est en train de dire, quand on est en état de faiblesse et qu'on est du côté des gens qu'on essaye de faire chanter dans ce genre de situation, oui, il y a des gens qui le supportent mieux que d'autres. Mais son problème, c'est que face à ce genre de chantage, on puisse bien s'en sortir, sans trop de séquelles, en ayant cédé au chantage. Mais ça, elle veut pas le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu es une personne qui a accepté ce genre de chantage et qui en plus oserait dire qu'elle n'a pas trop de séquelles et qu'elle s'en sort plutôt bien, alors dans ces cas-là, tu banalises le truc. Ça rend les choses moins graves. En fait, elle ne veut pas entendre, mais c'est classique, hein, elle ne veut pas entendre la parole des gens qui, face à des situations de ce type, peuvent bien s'en sortir. Et c'est vraiment le truc abolitionniste de base, quoi. Parce que ce genre de chantage, c'est banal dans la société. Et déjà là, c'est banal. C'est-à-dire, peu importe si les victimes s'en sortent bien ou pas, ce type de situation existe. C'est pas moi ou Raz qui, parce qu'on dit qu'elles existent, c'est pas parce qu'on en parle qu'on les fait exister. La personne n'est peut-être pas victime d'un traumatisme pour ce qui concerne les conditions du chantage, mais elle est quand même victime d'un système de domination qui l'a placée à un moment face à quelqu'un qui faisait du chantage. Donc, à la question, est-ce que Darmanin n'a rien fait de mal ? Mais bien sûr que si, il a fait quelque chose de mal. Quand Darmanin, il est maire de Tourcoing et qu'il se met à faire du chantage pour avoir des relations sexuelles avec une meuf pour lui proposer un logement et un travail, normalement, ça devrait être gratuit. Il abuse de son pouvoir. C'est une dinguerie de le dire. C'est une dinguerie de devoir me défendre de ça. En gros, c'est comme si ton éboueur refuse de prendre tes poubelles si tu lui suces pas la bite. En fait, c'est ça, quoi. Pourquoi je serais d'accord avec ça ? Ton éboueur, il est payé pour ça. Il prend ta poubelle, c'est sa mission. Qu'est-ce qu'il va venir et te dire suce-moi la bite, sinon je prends pas ta poubelle ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de penser qu'on est d'accord avec ça, je sais pas. Mais c'est pour ça. En fait, là, avec Nirina, c'est vraiment à boulet rouge. Elle en a plus rien à foutre. Elle prend tout ce qui est bon pour nous détruire. C'est complètement hypocrite, hein. La Zawa Prod démontre une énième fois sa misogynie lorsqu'elle affirme qu'il n'y a aucun problème à coucher en échange d'un logement pour le soir. Premièrement... Bon, encore une fois, c'est pas ce qu'on dit, hein. Je vais redire la même chose parce que je vais me répéter plein de fois, hein. On dit juste qu'il y a des facilités ou non à recourir à ce genre de stratégie pour survivre. C'est peut-être compliqué pour des gens de comprendre que ça peut être aussi un savoir-faire. Et pourtant, c'est banal, hein. Pour essayer de comprendre un peu le truc du savoir-faire. Par exemple, tuer quelqu'un est un savoir-faire. Et pourtant, on y perd beaucoup dans l'opération. On perd son humanité, sa dignité, peut-être même son salut si on est croyant.
Mais dans ce monde, il y a des humains qui sont obligés d'être amenés à tuer pour survivre. C'est pas parce que tuer est un savoir-faire que tuer n'est pas moralement répréhensible. Si tu reconnais que tuer quelqu'un est un savoir-faire, pourquoi le sexe n'en serait pas un, en fait? C'est juste que ce sont deux choses qui, pour la plupart des gens, sont moralement répréhensibles. Et c'est pas pour dire c'est bien, allons-y, tuons des gens. C'est juste, mais en fait, c'est la vie. Je veux dire, quand t'as grandi dans un favelas et que ta seule option c'est devenir tueur à gages, tu le fais, quoi. C'est juste arnaquer, mentir. Bah oui, mais non, mais ça c'est une compétence nécessaire pour nos hommes politiques, ça, bien sûr. Oh, ça y est, je deviens Franck Lepage. Arnaquer, mentir, est-ce que c'est pas la première ligne du CV d'un homme politique C'est juste un fait. Mais oui, c'est juste un fait, en fait, que c'est un savoir-faire. La question de la morale, elle est secondaire dans cette question. Il faut faire une différence entre le fait que ce savoir-faire existe et le fait que parce que c'est répréhensible, en tout cas pour Nirina, il ne faudrait plus reconnaître un savoir-faire parce que ça serait déjà banaliser la chose. Tu peux très bien reconnaître un savoir-faire pour des choses que tu réprimes. Moi, en l'occurrence, le travail du sexe, je le réprime pas. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles il y a un savoir-faire, comme le fait de tuer quelqu'un ou de torturer quelqu'un, et pourtant je suis contre ça. Ça ne veut pas dire, en fait, reconnaître le savoir-faire, ce n'est pas banaliser la chose. La banalisation de cette logique est dangereuse. Les axiomes sur lesquels Moufette et Raz se basent ne peuvent engendrer que des conclusions déroutantes. Moi, il me fascine un peu ce mot. Parce que là, du coup, on parle de victime de chantage. Qui cède? Et Nirina, ce qu'elle reproche, c'est d'avoir cédé. C'est le fait de banaliser, apparemment selon elle, le fait de pouvoir céder, et d'oser en parler, et d'oser dire que ça va, on s'en est bien sorti, qu'on n'a pas été traumatisé. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas la personne qui cède. Le problème, c'est le chantage. C'est le chantage qu'il faut dénoncer. La manière dont le précarisé est précarisé, il faut le combattre. Pas la façon dont le précarisé s'en est sorti pour être moins précarisé, en fait. Mais c'est vraiment parce que les abolos, vous croyez qu'ils font quoi, les abolos? Parce qu'ils en font, hein, je veux dire, le mouvement d'Uni et compagnie, je sais pas, le CCAP, enfin, je sais pas, leur organe merde, là, il y en a plein. Des fois, ils vous publient un peu des témoignages, des recueils de personnes prostituées. Ils font le tri entre les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Et les bons témoignages et les mauvais témoignages. Dès qu'il y a une pute qui aura le malheur de dire « Ah, moi, j'ai fait une tournante, mais globalement, c'était un peu rigolo, et puis ça va, ça m'a pas trop choqué. » Ça ne sera pas publié par ces collectifs-là. Ce genre de collectif ne le fait pas. Et Nirina est biberonnée à ce genre de truc. Donc en fait, elle vit déjà dans une bulle de filtre où les seuls témoignages qu'elle a, pour se fier à ça, c'est les témoignages déjà présélectionnés, prémâchés, sélectionnés pour être des trucs sensationnels, choquants et qui ne vont que dans le sens que des gens qui, auraient souffert, seraient forcément traumatisés. Et c'est pas pour dire qu'ils le sont pas, mais c'est pour dire qu'il y a une sélection. Et c'est pour dire que la prostitution n'est pas quelque chose qui est montré dans sa complexité. C'est quelque chose qui est soigneusement découpé pour vous montrer une version de la chose et pas le reste. Et ça, déjà, moi, c'est un truc qui me pose problème. Moi, je veux pouvoir me faire un avis sur le sujet avec toutes les paroles possibles. Que ça aille de la personne qui a vécu ça comme le plus grand traumatisme de sa vie, ou que ça aille de la personne qui a vécu ça comme un truc cool. Toutes les paroles m'intéressent. Et oui, mais bref, mais surtout, elle emploie le mot déroutante. Mais du coup, c'est quoi? Il y a une bonne route, Nirina? Les actions déroutantes, c'est les actions qui t'éloignent du droit chemin, quoi. Moi, je l'entends comme ça. Ça veut dire quoi, ça, déroutante? Et en fait, moi, je trouve ça violent. Parce que t'es qui, en fait, Nirina? Genre, t'es qui? Donne-nous la direction. Quand t'as des personnes en situation de précarité et qui se retrouvent à devoir faire ça, que ça leur plaise ou pas, que ça les blesse ou pas, et quand bien même elles s'en tireraient bien, est-ce que t'as une meilleure solution à proposer? Genre, t'es qui, Nirina, en fait? T'as déjà été dans une situation comme ça, toi? C'est insultant de dire des actions déroutantes. C'est pas la question. La question, c'est pas de juger les trajectoires de vie qui ont amené les gens à faire ça. Du coup, pour elle, c'est une question morale. C'est une question morale. Ça veut dire que quand t'es un pauvre, il y a des manières de s'en sortir et il y a des manières voilà, il faut pas y aller. Quand bien même t'aurais pas de solution, démerde-toi. Je sais pas, fais la manche. Va pas sucer une bite, fais la manche. Genre, il y a des bons précarisés, il y a des mauvais précarisés. Et moi, en fait, c'est ça qui me pose un problème. Le problème, c'est la précarité. C'est pas forcément le précarisé et comment il s'en sort, en fait. C'est ça. Les gens qui n'ont pas vécu la précarité, qui ne savent pas ce que c'est que d'être en galère, vont nous faire des leçons sur les bons choix moraux qu'il faudrait faire quand on est en galère. Bah non, mais c'est pas aussi facile que ça. Si le sexe est une compétence comme une autre, que l'on pourrait monnayer contre n'importe quoi, cela sous-entend par exemple alors qu'une étudiante précaire, ne disposant pas de garant suffisant, pourrait alors déposer une garantie en nature. La garantie ne pourrait plus alors être un salaire, mais bel et bien un paiement en nature. Okay. Donc en fait,
parce que Raz a dit j'ai sucé une bite pour de l'héros et je m'en suis bien sorti sans trop de séquelles. Pour elle, on veut créer un monde où pour déposer une garantie, il faut sucer le proprio, quoi. Dans la situation, c'est pas clair, quoi. On sait pas trop si c'est le proprio qui propose le chantage. Dans ces cas-là, on est plutôt sur un truc Darmanin-Corps. Ou si c'est l'étudiante qui propose de faire comme ça pour avoir accès au logement. Parce que dans le second cas, elle juge l'étudiante. Là, elle juge pas que le proprio qui pourrait faire le chantage. Elle juge l'étudiante qui aurait pu avoir le malheur de faire ce type de proposition. C'est une mauvaise pauvre. Elle a ouvert la boîte de Pandore du vice. Et d'un coup, on est sorti... Ah, le vice, l'absence de dignité, la honte, la trajectoire déroutante. Voilà, elle est sortie de la route, quoi. Elle est sortie du droit chemin. Et c'est encore une histoire de morale. Quand est-ce que tu vas comprendre? Et c'est pour ça, hein, moi, Nirina, je sais qu'elle a fait Sciences Po et compagnie. Je sais pas de quel milieu elle vient. Je ne connais pas bien sa vie. Mais quand est-ce que tu vas comprendre, Nirina, que dans certaines situations de précarité, de dépendance à une drogue, de survie, la morale, c'est secondaire. Je veux dire, il y a des gens, ils vont bosser à l'abattoir, ils vont faire leurs 40 heures, 35 heures et même plus, parce qu'il n'y a pas d'autre travail. Et peut-être qu'à la base, trucider des animaux, ça leur plaît pas. Mais ils le font. On met de côté sa morale, en fait, quand on est un prolo, dans des tas de situations. Vous croyez que les contrôleurs transpol, ils ont tous envie d'être contrôleurs transpol? Pour eux, peut-être, c'est pas si moral que ça, que de bosser pour une grosse boîte et de mettre des contraventions à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le billet. On met constamment sa morale de côté dans ce monde, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Après, bon, les contrôleurs, arrêtez. Je vous jure, en fait, on part du principe, ils sont contrôleurs. Mais il y en a, ils seront plus cléments que d'autres, quoi. Précisément parce qu'ils savent que, bon, c'est des matons, quoi. Ils savent très bien qu'ils font ils font plus de mal qu'autre chose, quoi. Ah oui, les huissiers, non, les huissiers, par contre, c'est autre chose. Les huissiers, ils ont fait des bonnes études, ils sont à des postes, enfin, c'est des bourgeois de province, hein, les huissiers. Hein. Les huissiers, c'est pas le contrôleur transpol. Le contrôleur transpol, il a peut-être même pas le bac, bon. Mais en tout cas, du coup, l'étudiante est une mauvaise pauvre. Dans cette situation, elle aurait osé faire la proposition. Est-ce que je peux coucher avec toi pour avoir le logement? C'est pas bien, c'est mal, selon Nirina. Et moi, en fait, je vais même aller plus loin, parce que pour moi, c'est nécessaire, hein, il faut avancer sur ce putain de débat. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de femmes qui préféreraient obtenir un logement en nature que d'avoir à justifier qu'elles ont un bon salaire. Parce qu'elles n'ont pas un bon salaire. Et c'est pas une question de savoir si c'est bien ou mal. C'est juste qu'il y a des femmes, les portes d'un meilleur logement leur sont tellement fermées, l'accès à un meilleur travail leur est tellement impossible, qu'elles doivent rêver, qu'elles doivent espérer qu'une situation de ce type se présente à elles. C'est un raccourci Mario Kart dans son esprit. Elle est en mode, mais je n'ai pas les moyens de m'en sortir. Je n'ai pas de bon travail, je ne pourrai jamais changer de logement. Et alors Nirina, elle répondra quoi? Elle dira, waouh, mais tu banalises ça en fait, en disant ça. Tu peux pas dire que des femmes rêvent de ça en fait. Ben oui, mais non, mais c'est banal en fait. Il y a plein de meufs qui rêvent de ça. Je veux dire, le fantasme du sugar daddy, de trouver le bon mari, de trouver le protecteur, c'est littéralement c'est le patriarcat en fait. Le fait que des femmes aient ces doux petits rêves-là, c'est le patriarcat. Sauf que bah il y a un spectre, c'est un continuum que des femmes se disent à partir de mes charmes. À partir de ma féminité, je peux obtenir potentiellement des avantages dans ce monde qui jouent contre moi parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas de bon logement, que je ne m'en sortirai pas autrement. Oui, c'est de l'aliénation, mais j'ai pas de solution, le monde est comme ça. On vit sous le capitalisme, saucisse, poète poète. Vous n'allez pas changer le monde en claquant des doigts, donc il s'agirait de comprendre ce que les gens vivent en fait. Et pour moi, c'est ça le truc, c'est que à partir du moment où tu es en mesure de le comprendre, tu as déjà un peu plus d'empathie pour les travailleurs du sexe. T'as pas à juger l'aliénation. Tu peux très bien la comprendre, tu peux très bien savoir d'où elle vient, mais ce que tu dois juger, c'est le flux de pouvoir qui a prolétarisé quelqu'un et qui le rend désirable de sa propre domination parce qu'il n'a pas le choix que d'être un dominé. C'est le flux de pouvoir qui doit t'intéresser en priorité, c'est pas le prolétarisé et son aliénation. Genre, ce n'est pas ça qu'il faut juger en premier. Et pourtant, que fait Nirina? Elle juge ça en premier. Alors bien sûr, elle dira, mais non, mais j'ai fait plein de vidéos où Oui, bah sur ce sujet-là, du travail du sexe, tu juges les prolétaires aliénés en premier. Et non pas le flux de pouvoir qui les amène à le faire. C'est ça que tu fais, en fait. En fait, c'est dingue, quoi. En fait, c'est dingue d'avoir expliqué ça. Mais je comprends, parce qu'en fait, la prostitution, c'est tellement une catégorie à part dans l'esprit des gens, ils n'arrivent même plus à la connecter banalement avec ce qu'est l'aliénation, ce qu'est le travail et tout ça. Et en fait, nous, si on défend le travail du sexe, c'est parce qu'on le défend en tant que travail. Et donc, quand on a une analyse du travail, bah, on en revient à des prémices marxistes simples, en fait. Aliénation, prolétaire, oui, c'est ça, en fait. Il s'agit de ça, encore une fois. C'est la conclusion logique de ce type d'argument. Si la prestation sexuelle est un service
comme un autre, alors elle pourrait très bien servir à payer son loyer ou à payer ses dettes. Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, rien n'empêcherait alors à France Travail de proposer à des individus au chômage, en difficulté d'insertion professionnelle, de se tourner vers la prostitution. Bon, voilà. Elle a commencé par dire qu'on est d'accord avec Darmanin. Ensuite, elle a dit qu'on voulait d'un monde où on paye son loyer en nature. Et maintenant, elle dit qu'on veut d'un monde où France Travail propose aux chômeurs d'être des putes. Il y a des meufs, elles se pointent à France Travail, elles ont pas de diplôme, elles sont en galère, on leur propose rien, on leur propose des travails qui sont à 100 km de chez elles. En fait, même, j'irai plus loin. Quand bien même t'améliorerais un peu la vie de ces gens, quand bien même t'améliorerais un petit peu la vie de ces gens, se pose la question des gens qui auraient envie de continuer de faire ça. Et bah moi je les défends, parce que c'est bien gentil d'améliorer leur vie, mais au bout d'un moment, au-delà du fait que ça soit les conditions qui les ont amenés à faire ça pour survivre, c'est devenu leur monde. C'est là que on revient au fait que c'est un savoir-faire. C'est leur savoir-faire. C'est ce que ces gens savent faire. Tu leur enlèves ça, tu leur enlèves une partie d'eux-mêmes. Même si pour toi, c'est sale. Et après, je peux vous prendre un autre exemple très simple. Mais il y a des SDF, si tu leur donnes les conditions pour sortir de la rue, ils ont envie d'y rester. Et alors du coup, Nirina, elle va faire quoi? Elle va dire, ah ben ils l'ont bien cherché, les SDF de cons, là, on leur propose de sortir de la rue, ils veulent rester dans la rue. C'est ça sa logique à Nirina, je suis désolé. Demain, tu proposes à un SDF un logement, le mec te dit non, moi je préfère rester dans la rue. Nirina le trouve bête. Nirina trouve que c'est un mauvais pauvre. Ce SDF, il a peut-être passé 15 ans, 20 ans dans la rue, il s'y connaît, c'est son monde, il a ses habitudes, il a ses amis, c'est son mode de vie, il n'a pas envie de le perdre. C'est son monde, c'est son territoire. Ce qu'il fait souffrir, c'est plus la chaque fois ce mot de con. Déterritorialisation de son territoire. Il n'a pas envie d'être perdu. Et c'est peut-être le fruit de l'aliénation, mais tu es personne pour les arracher à leur monde. C'est complexe, mais c'est comme ça. C'est pas dans leur tête, en fait. Oui, l'humain a un problème avec le changement. Bah oui, le changement est effrayant. Et ta zone de confort peut être l'enfer. Si l'enfer est ta zone de confort, bah c'est quand même ta zone de confort, en fait. Et on sait d'ailleurs que potentiellement cela toucherait davantage les femmes que les hommes. Raz, par la suite, se vante d'avoir obtenu de l'héroïne en échange d'une fellation. C'est des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Cette illustration n'est pas anodine, c'est la mise en pratique de sa propre théorie. Pour s'absoudre de toute critique, Raz utilise un coup de baguette magique. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est probablement que vous avez une vision hétéronormée du sexe. Bon, Nirina est angoissée du fait d'être hétéro, visiblement. Oui, oui. Après, je connais pas la vie sexuelle de Nirina, mais vu son rapport un peu sex-neg aux choses, bon, j'imagine que voilà, c'est pas le Kamasutra, quoi. Mais c'est incroyable quand même, hein, parce qu'à la fin, elle va dire ça d'ailleurs. Je préchote, hein, parce que je sais ce qu'elle dit à la fin. À la fin, elle dit que Zawa Prod, c'est un collectif libéral, avec un vernis queer pour que ça passe bien. En fait, Nirina, si tu as envie de brouter des minous, si tu as envie de faire partie de la grande famille des queers et des LGBT, parce que tu as l'impression que c'est comme ça qu'en tant qu'influenceuse, on fait du contenu et qu'on est basé à gauche, parce qu'on est le Thanos des oppressions. Je suis LGBT, je suis ça, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis basé, gauche, basé, je suis Thanos des oppressions. Dans le logiciel un peu abolitionniste, sex-neg, des fois, bah, il y a la porte du lesbianisme politique, hein, c'est une option. Hein. Ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire. Sauf que son appel au relativisme fallacieux ne change rien, mais alors absolument rien au fond du problème. Les arguments de Raz et Moufette sont en réalité complètement libéraux. Que répondre face à ce truc de nos arguments sont libéraux? Alors déjà, on demande, c'est une protection sociale pour les TDS, donc c'est une intervention de l'État. Une reconnaissance juridique et syndicale de l'activité, une intervention de l'État. Une réduction des risques, donc des politiques publiques, donc une intervention de l'État. Déjà, il y a un problème. Maintenant, si on veut être honnête, oui, il y a du libéralisme dans ce qu'on dit. Mais encore faudrait-il s'y connaître en libéralisme, en fait, tu vois. Parce qu'il y a certaines activités qui peuvent se défendre sur un monde libéral. Je veux dire, quand vous parlez souvent avec les militants du Stras, ils vont vous dire qu'une des activités qui se rapproche le plus du travail du sexe, c'est les artistes. Je veux dire, un artiste, il peut être un communiste convaincu. Demain, vous allez lui proposer d'être l'employé d'un grand plan quinquennal artistique où il va devoir répondre à des commandes. Il va sûrement vous répondre que vous lui ôtez sa liberté de créer, en fait. Quand bien même ce mec est communiste. Donc qu'est-ce qu'il fait cet artiste? Bah il défend un peu une forme libérale pour son activité. Et après, il peut y avoir d'autres manières de réfléchir à ça. Par exemple, les artistes, ils aimeraient bien créer des caisses des artistes. Une caisse des artistes qui fonctionnerait comme le CNC. Voilà, genre un artiste qui fait une très belle exposition, qui vend une œuvre, il peut verser une certaine contribution et qui permet ensuite de pouvoir potentiellement donner de l'argent à de jeunes artistes qui se lancent ou alors à des gens qui n'ont pas les fonds pour faire des projets. Alors ça, c'est un fonctionnement voilà, c'est une collectivisation de l'activité. Ça peut être une manière de s'y prendre pour des activités qui ont une dimension un peu plus libérale. Mais du coup, voilà, mais c'est normal. En fait,
évidemment que pour le travail du sexe, on va pas être du côté des initiatives qui visent à planifier ou organiser le travail. Parce que c'est littéralement ce que font les proxénètes et les gens dans la traite. Et je parle des vrais proxénètes. Pour vous dire comment fonctionne la loi sur le proxénétisme, actuellement, vous êtes en colocation avec une personne qui fait du travail du sexe, vous pouvez vous retrouver considéré comme proxénète si cette personne vous a filé de quoi faire les courses ou de quoi payer votre loyer. Parce que c'est considéré comme l'argent de la prostitution. Alors la loi considère que vous êtes proxénète. C'est aussi absurde que ça. Alors qu'un proxénète, normalement, c'est des Macs en fait. C'est des gens qui organisent une chaîne de travail, qui forcent des gens à contracter une dette. C'est ça un proxénète, c'est pas ton voisin. Aujourd'hui, la définition du proxénétisme, elle fait que un proprio de logement, quand il te loue un logement et que tu fais du travail du sexe pour vivre, quand tu lui verses un salaire, il est considéré comme proxénète. Et il va aller voir la prostituée, il va lui dire quoi ? Il va lui dire soit tu dégages, soit tu payes plus. Parce que la loi n'est pas de ton côté, personne ne te viendra en aide. Si je veux, je te dégage parce que je suis en tort vis-à-vis de la loi. Tu vas payer 2 fois ou 3 fois plus, ou que sais-je. Voilà ce que ça crée, les lois en fait qu'on a actuellement. Et Nirina défend ces lois-là en fait. Mais en tout cas voilà quoi, bref, pensez l'activité de façon libérale, là, comme j'ai dit, pensez l'activité de façon libérale, c'est pas contradictoire avec le fait d'avoir des syndicats et d'avoir des organisations de solidarité. En fait c'est ça, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que non, on n'est pas du côté du libéralisme en matière d'éclatement des travailleurs et tout ça, mais pour une activité de ce type, oui, il faut être honnête et reconnaître que le fonctionnement libéral fonctionne mieux en fait, parce que y a pas de patron. Et je veux dire, le problème dans ces activités, c'est qu'il y ait un patron. On veut que les gens soient indépendants. Parce que c'est une activité qui réclame que ça soit les travailleurs eux-mêmes choisissent le rythme auquel ils travaillent, ils choisissent quand, ils choisissent avec qui, quelle pratique et tout. Et ça n'est possible que si ces personnes-là maîtrisent leur activité en fait. Ils utilisent la notion d'agentivité pour s'absoudre à tout déterminisme. Ça, c'est le grand débat. Utiliser l'agentivité, parce que c'est ce qu'on dit dans l'extrait. Globalement, on dit que les personnes qui sont contre le travail du sexe refusent toute agentivité aux personnes qui font cette activité. Et que répond Nirina ? L'utilisation de l'agentivité permet de nier tous les déterminismes. C'est un vrai débat. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez les gens. Et ça, c'est vraiment un débat intéressant, quoi. Pour ma part, j'aime bien Spinoza et Foucault. Spinoza et Foucault, c'est des gens qui sont plutôt dans un certain déterminisme, quoi. C'est même des gens qui iraient même plutôt dans le sens de Nirina, en mode, le déterminisme fait que l'impression de choix est très illusoire. Et c'est important cette notion-là, parce que c'est à partir de ça que Nirina peut se permettre de dire, puisqu'il y a que des déterminismes, le choix n'est pas possible, et donc, les personnes qui se prostituent ne consentent pas. En fait, c'est comme ça que les gens disent ça, que les abolitionnistes amènent cette réflexion. Et donc, du coup, les causes extérieures, le milieu social, composent l'existence des individus. On est d'accord avec ça. En revanche, au sein des sillons tracés par l'environnement, l'individu peut soit subir passivement, juste il subit les conditions de son milieu, qui est le postulat de Nirina, surtout en matière du travail du sexe, soit prendre un certain recul sur sa situation, avoir une réflexion sur sa situation, réfléchir qui est une notion de mise en miroir. C'est-à-dire que la réflexion, c'est littéralement l'opération mentale pour décrire le fait que tu te vois face à toi. Comprendre les déterminismes ne permet pas de s'en extraire. Ça ne permet pas de devenir absolument libre. En revanche, ça permet de se placer vis-à-vis de ce dernier. En l'occurrence, c'est ça l'agentivité. C'est le fait que même en répondant aux conditions d'un milieu, on a quand même une réflexivité sur ce qu'on fait, sur la situation qu'on a, et on se positionne par rapport à celle-ci. Quand une femme, elle prend du recul sur ce qu'est la féminité, sur le fait que, elle se dit c'est les injonctions du patriarcat, vous voyez, toute cette prise de recul, qui n'est pas simplement subir les injonctions pour ce qu'elles sont, et croire en ces injonctions purement et simplement en mode je suis une femme, je dois me comporter comme on me dit qu'une femme doit se comporter. Ça, c'est une prise de recul, c'est une réflexivité. Elle a plusieurs choix. Elle peut tirer un bénéfice du fait d'investir dans cette féminité. On retrouve la situation de, la meuf qui rêverait d'arriver à une situation où le proprio accepte de coucher pour un logement. À l'inverse, il y a des meufs qui la rejettent complètement, cette féminité. Il y a des meufs qui, elles la rejettent tellement qu'elles se mettent les cheveux courts, elles s'habillent comme des tomboys, elles se maquillent plus et tout ça. C'est plusieurs trajectoires, face à cette chose, face à ce conditionnement. C'est pas juste des choix en mode elle a choisi de rejeter la féminité ou elle a choisi de l'épouser. Il y a des femmes qui performent à certains moments et pas à d'autres. Par exemple, pour des prostituées, il y a des prostituées, quand elles vont faire du travail du sexe, elles s'apprêtent, elles sont hyper féminines, et quand elles rentrent chez elles et que c'est leur jour de repos, elles sont pas forcément féminines. Peut-être qu'elles s'habillent avec un survêt dégueu, qu'elles se maquillent pas, qu'elles sortent et qu'elles s'en battent les couilles.
Pourquoi ? Parce que elles, leur rapport à la féminité, c'est que c'est du travail. C'est pour dire qu'on peut être les deux à la fois. C'est-à-dire que par rapport à la féminité, on peut à la fois se positionner simultanément comme étant une personne qui épouse celle-ci pour obtenir quelque chose ou comme une personne qui la rejette ensuite. Et inversement. Enfin, c'est les deux. C'est pas compliqué à comprendre ça. Hein. Une meuf qui est secrétaire à la défense, quand elle enfile son petit tailleur qui lui moule les fesses, qu'elle sait très bien ce qu'elle fait au bout de ses talons un peu trop hauts et qu'elle va au travail, quand elle est chez elle, vous croyez que, je sais pas, des fois elle traîne dans un vieux jogo qui pue, quoi. Enfin, c'est, voilà. Elle s'en bat les couilles, voire même ça la soulage que d'avoir des moments où elle est autre chose qu'une meuf en petit tailleur avec des talons. Et en fait, c'est ça que je veux dire par le continuum de la pute. C'est que la féminité, c'est un capital. Que l'investir est un savoir-faire. Et que c'est une technicité qui présume une forme de prise de recul, de conscientisation qui ne se limite pas à un simple caractère subi des injonctions patriarcales. C'est-à-dire que oui, tu subis les injonctions, mais tu peux être à la fois dans une forme de prise de recul par rapport à ces injonctions et te positionner par rapport à elles. Et c'est ça, Nirina, la putain d'agentivité. C'est pas parce que les déterminismes existent que le terrain de l'agentivité n'existe pas, en fait. Les femmes sont ce qu'elles sont aux yeux du patriarcat, mais elles ont une marge de manœuvre dans le fait d'investir, rejeter, transformer, sublimer, dévier les codes. Mais encore faudrait-il que Nirina puisse s'intéresser un minimum au vécu de ces personnes, à savoir les prostituées, et à leur technicité. Et non pas seulement quand ça l'arrange, en lisant uniquement des putains de témoignages tire-larmes. L'utilisation du concept de déterminisme que fait Nirina. Ça lui permet d'être... En fait, elle s'en sort à tous les coups. C'est démontrer que les travailleuses du sexe n'auraient jamais de marge de manœuvre et que Nirina, elle est en mission pour extraire le venin du patriarcat dans leur cerveau. Genre, comme ça, elle est morte, comme ça. Elle aspire le venin de chacune de ces femmes. Parce que Nirina, elle sait. Parce que Nirina, elle a lu des livres. Elle a fait Sciences Po. Du coup, elle sait des trucs. Vous ne savez pas. Nirina est plus forte que vous. Nirina est le soleil. Nirina, c'est notre salut. Nirina, c'est tout. Je suis Nirina. Cette lampe est Nirina. Nirina est le vrai. Nirina est le beau. Nirina est partout. Donc du coup, pour elle, il n'y a pas d'agentivité possible. Mais le problème, ça me paraît une évidence. Elle dit ça pour les putes. Mais est-ce qu'elle dit ça pour le reste ? C'est-à-dire que c'est gentil de dire que les putes n'ont aucune agentivité et du coup ne peuvent jamais consentir à la relation contractuelle dans laquelle elles se trouvent. Elles n'y consentent pas puisqu'il y a des forces de déterminisme plus puissantes qu'elles et qu'en fait, peu importe si elles disent oui ou non, au final, on s'en fout. Genre, elles ne consentent jamais à ça. Elles ne peuvent pas consentir à ça. Il faut appliquer cette logique à tous les prolétaires, en fait. Hein. Parce qu'à la base, la plupart des putes, c'est des prolétaires, quoi. Enfin, c'est... Et du coup, quand un prolétaire, il accepte un taf de merde, pourquoi on pourrait partir du principe qu'il a consenti à son taf ? Elle les infantilise un peu moins, les gens qui sont caissiers, les gens qui sont vigiles de magasins, les gens qui font, je sais pas moi, qui roulent en vélo pour livrer des repas. Genre, c'est un peu moins un sujet. Nirina, elle pourra arrêter un livreur au beurre, comme ça, au milieu de la route, et lui dire « Non, tu ne consens pas à faire ce travail, je le sais. Tu ne peux pas consentir, car tu es déterminé. » Les déterminismes sont plus forts que toi. Les putes, elles peuvent choisir le travail du sexe pour des raisons d'indépendance économique, de liberté par rapport à un mari, la possibilité d'accéder même à un statut économique supérieur par rapport à l'activité de base où elles étaient moins bien payées. C'est littéralement l'exemple de la meuf qui rêverait de sucer un proprio pour avoir le logement. C'est que des fois, c'est un raccourci Mario Kart. C'est l'impression de pouvoir échapper à sa situation parce qu'on a bien misé sur son investissement dans la féminité et dans la technicité sexuelle. Et c'est pas pour dire que c'est bien, et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des meufs qui, dans le processus, se font beaucoup de mal. Mais en attendant, qui t'es pour les juger, genre... En fait, voilà, j'ai parlé d'agentivité, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que c'est. À savoir que, d'ailleurs, merci beaucoup à Koufen, parce que Koufen, sur cette partie, il m'a un peu aidé. Il m'a un peu expliqué des trucs, et c'est bien. J'ai pu organiser un peu mieux mes idées, donc merci à Koufen. Moi, je pense qu'il y a un truc qui gêne Nirina, et qui littéralement écroule son argumentaire, mais comme ça, en claquant des doigts. C'est simple. C'est que s'il y a des collectifs comme le Stras, s'il y a des syndicats, il y a des associations qui s'organisent, c'est la preuve directe que les putes peuvent avoir une forme de recul et donc d'agentivité, parce qu'elles savent s'organiser, elles savent être solidaires, elles savent être créatives, elles peuvent combattre les déterminants qui pèsent sur elles, et rien que l'existence de ces collectifs le prouve. Parce que sinon, ça serait juste des petites victimes perdues comme ça dans la nature, qui ne subissent passivement tout ce qui leur arrive, tu vois. Alors que non, elles s'organisent et voire même elles défendent l'activité, elles défendent le fait d'avoir des droits. Et c'est pour ça qu'elles les aiment pas, ces collectifs. Parce que sur son argument de les déterminismes écrasent l'agentivité, en fait la preuve même que ces collectifs existent et qu'ils aient une parole la gêne, puisque c'est le contraire de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, sinon elles seraient juste des victimes passives. Bon allez, on finit. En vrai, il reste pas longtemps là.
D'autant plus que même dans la théorie la plus pure et dure, l'abstraction la plus totale, ce n'est pas parce qu'une décision repose sur un choix que cette décision est bonne. Nous faisons trop souvent l'erreur de penser... Bon, là, on en revient au fait que, bon, c'est la précarité. Nirina est morale. Il y a des bonnes solutions et des mauvaises solutions pour se sortir de la précarité. Et encore une fois, Nirina, quand il s'agit de galère, en fait, la morale est secondaire. C'est qui pour les juger, quoi? Tu ferais mieux dans leur situation? Penser que la validité d'une proposition se réduit au consentement. Or, le consentement ne définit absolument pas le bien fondé d'une action. On peut très bien consentir à quelque chose de dégradant, de destructeur. La question se... Oui, dans le BDSM notamment. Peut-être même qu'on peut y prendre du plaisir, Nirina. Mais vous voyez qu'elle a un côté sex-neg. Hein. C'est-à-dire quand tu dis une phrase comme ça veut dire que, je sais pas, un soumis qui aime bien se faire pisser dessus ou cracher dessus, pour elle, ça va pas, tu vois. Oui, c'est vraiment puritain. En fait, on en revient à un truc puritain, quoi. Bon, après, il y a des pratiques hyper extrêmes où tu commences à te poser des questions, là, le dick split et tout. Au secours. Mais voilà, c'est pas ton truc. T'es pas dans leur tête, en fait. Tu n'as pas leur corps. Donc voilà. Ce n'est pas est-ce que la personne a dit oui, mais quel monde est-ce que l'on construit lorsque l'on banalise ce oui? On peut très bien dire oui à sa propre exploitation. Bravo. Grande nouvelle. Mais en fait, il s'agit pas de le banaliser. Il s'agit de montrer qu'il existe. En fait, c'est tout ce que j'ai essayé de faire là, dans ce stream. Tu ne choisis pas le monde qui est construit, en fait. Le monde est déjà construit pour toi. Ça s'appelle le capitalisme tardif, Nirina. Ça s'appelle un monde où on a déjà mis les gens dans des situations où ils n'ont pas le choix par rapport à leurs conditions de vie que d'accepter les pires tafs, que de mettre de côté leur morale pour s'en sortir. Mais encore une fois, Nirina, elle a l'air de plutôt se soucier de l'image que ça donne d'accepter de mettre de côté sa morale, plutôt que se tourner vers les conditions qui ont produit cette situation. En fait. Elle se tourne d'abord vers la banalisation du fait d'y céder, vers la banalisation du fait de dire oui. Au final, la logique de la Zawa Prod, c'est celle-ci. Un logement pourrait s'obtenir contre une fellation. L'héroïne aussi. Et Darmanin est un homme comme un autre. La Zawa Prod, c'est du libéralisme pur et dur enduit d'un vernis queer pour se rendre socialement acceptable. Voilà. Bon les gens, oui, je rappelle, parce que c'est très important, je rappelle que sur le sujet, parce que c'est ça qui doit être aussi frustrant pour Cassandre, hein, et pour nous en fait, même collectivement, je rappelle que sur le sujet, nous avons produit, il y a 10 jours, enfin non, il y a 10 jours, il y a 2 semaines là, je crois, je sais plus, une série d'émissions sur ce sujet-là, avec des militants de Médecins du Monde, avec des militants du Stras, avec des militants historiques comme Thierry Schaffhauser. Ici, vous avez pénalisé les clients des TDS, bilan des 10 ans d'une loi désastreuse. Les TDS répondent à vos questions. Peut-on être féministe et abolitionniste? Comment lutter efficacement pour les droits des TDS? Et ensuite, on fait la tier list des pires arguments abolitionnistes. Tout ça, c'était durant la même journée. Moi, j'étais là, je me suis occupé un peu de certaines émissions. Il y avait Nonor aussi, si vous connaissez Nonor de chez Nonor et Domax. Voilà, donc voilà, si vous voulez vraiment des gens... Là, je m'en suis bien sorti pour répondre à Nirina. Mais je n'ai que le 10e de l'expérience de ces gens, quoi, pour pouvoir en parler. Et pour finir ce stream sur les putes, quoi de mieux? Quoi de mieux qu'une clope de pute? Ah là là, je vais pouvoir me reposer, hein. Et c'est ça le truc, c'est que moi j'aime trop débattre. Là c'est bien, j'ai pu débattre avec Nirina de façon interposée. Mais j'aime trop le débat. C'est bien, c'est bien. On avance. Bad buzz is still buzz, hein. De toute façon, face à l'extrême droite, on n'aura que des bad buzz, hein. C'est pas le choix. Donc voilà, bisous.